Cette déclaration, d'un point de vue méthodologique, nous n'avons pas souhaité qu'elle soit lapidaire. C'est-à-dire que ça ne peut pas, vu la complexité, vu l'ancienneté et vu le caractère délicat de cette affaire, ça ne peut pas être 3 lignes de communiqué de presse. Donc on a vu des historiens, on a vu des archivistes, un texte a été établi avec les armées à plusieurs niveaux, d'ailleurs sous le contrôle de Jérôme, à faire lire et accepter ce texte par les armées. Aujourd'hui, pour nous, le point de passage essentiel, c'était que la famille de Maurice Audin considère que ce texte correspond. Et surtout que la diffusion donnée à ce texte délie les langues, ouvre les archives privées, même si ces archives privées, parfois, comme le disait Sylvie Thénault, ont plutôt vocation à être des archives publiques. Bon. Le texte sera présenté, je dirais, par le président de la République jeudi à Madame Audin, chez elle, ce qui officialisera en quelque sorte ce texte. Oui, Aurélie, tu l'as envoyé faire. Oui, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que tu peux rester assise. Bonjour madame, ne bougez pas. Je vous remercie, monsieur. Ce qui a été établi par les historiens maintenant ne fait plus beaucoup de doute. Et donc Il n'en fait plus beaucoup, mais il en fait encore. Non, ah, ouais. Il n'en fait plus du tout. Et donc l'État devait faire son travail après que les historiens ont fait le leur. Et je pense d'ailleurs que ce temps est un peu long, peut-être. A été un peu long. Ouais. Pour vous, la première. Ouais, mais... Et donc c'est pour ça que moi, on ne sait pas dire aujourd'hui qui l'a fait. Mais ce que j'ai voulu assumer et dire, c'est que l'État avait sa part de responsabilité. Oui, sûrement. Et la reconnaître. Oui. Moi, je suis très satisfaite de la déclaration qu'Emmanuel Macron a signée, parce qu'on vit dans un pays où il y a 7 millions de Français d'origine algérienne ou d'Algériens, et qu'il est temps qu'on puisse faire cette histoire de façon apaisée, pour qu'on puisse vivre de façon apaisée dans ce pays, tous ensemble. Et ça fait des années que j'essaie d'obtenir que ce soit reconnu officiellement comme ça, donc voilà, c'est dommage qu'il faille le faire, mais je suis quand même assez satisfaite de ce qu'a fait le président en question. Là, il fait une déclaration dans laquelle il dit qu'il ne sait pas exactement ce qui s'est passé en ce qui concerne Maurice Audin, mais qu'il appelle les gens à témoigner, qu'il appelle à l'ouverture des archives, à la communication des archives privées, et pas seulement dans le cas de Maurice Audin, mais dans le cas de tous les disparus, en particulier tous les disparus de la bataille d'Alger, mais pas que. Mais je pense qu'il a fait effectivement beaucoup de chemin. Ah, mais j'ai réagi en me disant enfin, voilà, enfin un président de la République qui assume, qui reconnaît, qui admet et qui finalement, même s'il ne l'a pas écrit, demande pardon. Ça, c'était pour Maurice Audin. Pour les disparus, c'est un peu différent. Le cas Audin a eu un impact sur la société française et dans le contexte de la dénonciation de la guerre. Et par rapport à tous les autres disparus, il a pour exception aussi d'être particulièrement bien documenté. Déjà, quand on a dans un cas qui est très documenté une impossibilité d'accéder à la vérité, on peut imaginer ce que ça veut dire pour des cas qui n'ont pas eu le même impact. Mais c'est en fait le cas de tout le monde qu'on éclaire, et donc c'est pas lui et les autres, c'est Maurice Audin au nom de tout le monde et parmi les autres. En fait, la déclaration est en deux temps. Il y a une partie sur Maurice Audin, où c'était la première fois qu'il y avait une reconnaissance par un État de la responsabilité de l'État dans la disparition de cet homme et plus largement dans la pratique de la disparition pendant la guerre. Donc c'est extrêmement important, c'était la première fois et on l'attendait. Et heureusement, c'est arrivé avant la mort de Josette. Et d'autre part, il y avait une dimension beaucoup plus large sur l'accès aux archives sur les disparus. Donc ça, c'était tout à fait intéressant, mais j'étais, pour dire la vérité, déjà très sceptique en fait sur la capacité qu'on aurait à pouvoir mettre en œuvre cette déclaration. C'est une belle décision, mais je trouve que ça manque de clarté en fait quand vous écrivez la dérogation générale sur ce sujet, et puis il faut attendre après pour comprendre de quel sujet il s'agit. Parce que là, on a l'impression que ce sujet, c'est Audin, et ensuite,
Et heureusement, je dirais. On apprend que le sujet, c'est plus large, n'est-ce pas? Dans votre idée, c'est la dérogation générale sur la question des disparitions pendant la guerre, n'est-ce pas? Techniquement, la dérogation générale, enfin, on avait rebouclé ça avec les documentaristes de l'Élysée, c'est pas ça va être techniquement faisable. Ah oui. Non, parce que je veux aussi qu'on se parle d'annoncer quelque chose qu'on ne va pas réussir à mettre en œuvre, vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est un sujet très large. Ah, ça va être techniquement faisable, ben ça c'est vraiment les archivistes qui pourraient vous répondre, c'est-à-dire... On peut imaginer que dans un premier temps, vous repreniez les cotes auxquelles la famille a eu accès, puisqu'il y avait eu une recherche faite pour la famille, c'était en 2013, et donc il y a la dérogation qui a été accordée à la famille. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est en fait... moi, c'est à l'inverse ce que j'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une dérogation que sur Odin. Ben, ça n'aurait aucun sens. Là, dit comme ça, en plus, ça a déjà été fait. La recherche historique, la recherche dans les archives, finalement, de proche en proche, élargit ce périmètre. Mais c'est difficile, je trouve, dans une déclaration du président de la République au sujet de Maurice Audin, de dire tout d'un coup, boum, là, on fait le Big Bang. C'est essentiel. Ah ouais. Il faut quand même le Big Bang. Ouais. C'est la première fois qu'un chef d'État reconnaît ainsi la responsabilité de la France dans la torture et la disparition d'opposants pendant la guerre d'Algérie. Le combat pour la mémoire de Maurice Audin, le combat pour les disparus de la guerre d'Algérie, le combat pour la mémoire, c'est un combat qui doit tous nous lier. C'est un combat qui fait référence à l'humanité, qui est bien le titre de cette fête ici. L'un des symboles de l'individu terrassé par un système, l'un des symboles d'une injustice qu'il faut réparer. La déclaration présidentielle du 13 septembre 2018 est un acte politique important parce que c'est une reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin et en même temps du système qui l'avait rendu possible. Il n'est qu'un cas parmi des milliers d'autres. Et ces milliers d'autres sont restés dans l'anonymat. Les familles de ces personnes qui ont disparu alors sont dans l'ignorance de ce qui est arrivé précisément à leur père, grand-père ou aïeul. Et c'est cela qu'il faut essayer de travailler. C'est à cela qu'il faut essayer de mettre fin. C'est le sens donc d'un site internet que l'association Maurice Audin et le site histoirecoloniale.net lancent. Et on va faire appel à ces mémoires familiales qui, en Algérie, sont encore très vivaces, même si elles manquent d'éléments sur l'histoire de leurs ancêtres. Une pratique, un mode opératoire utilisé par les parachutistes pendant ce qu'on appelle improprement la bataille d'Alger, donc en 1957, c'est d'abord l'enlèvement. L'enlèvement en masse, par surprise, généralement la nuit à domicile, de ceux qu'on considère comme étant suspects, c'est-à-dire comme pouvant éventuellement détenir des informations sur les activités du FLN. Au bout de quelques semaines de cette opération militaro-policière, la préfecture d'Alger, donc l'autorité civile, reçoit des dizaines et des dizaines de familles, d'employeurs, de notables, qui viennent dire, voilà, on a enlevé mon fils, mon père, il y a 15 jours ou 3 mois, je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où il se trouve, est-ce que vous pourriez me dire au moins s'il est encore en vie? J'ai trouvé une partie de ces fiches. Il y en a eu jusqu'à plus de 2000 en 1958, ça j'en ai la preuve, mais n'ont été conservées de ces fiches que 850 environ, auxquels nous avons ajouté un certain nombre d'autres cas. Il ne fait donc pas de doute, quand je découvre ce fichier, il ne fait pas de doute pour moi que c'est un fichier qui contient, dans une proportion que je ne connais pas encore, un grand nombre de noms de gens qui ont été détenus clandestinement et torturés. Quand on connaît le contexte, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais aussi de gens qui ont disparu définitivement. Jusqu'à maintenant, on connaissait le nom de Maurice Audin, celui d'Ali Boumengel, et c'est à peu près tout. Tous les autres étaient des Français musulmans qui étaient destinés à n'être jamais nommés, jamais comptés. Et les paras le savaient bien, c'est pour ça qu'ils pouvaient se permettre d'utiliser des méthodes réprouvées, illégales, à leur encontre.
Avec ce site, ce qui se produit, c'est qu'on rend un nom, un visage, même parfois, une histoire à des gens qui étaient destinés, qui étaient anonymisés par leur statut de colonisés. Dans les premiers jours, les identifications étaient très nombreuses. On portait quasi exclusivement sur des gens disparus définitivement. Alors évidemment, on a là des témoignages qui sont toujours extrêmement émouvants et qui témoignent d'une très forte émotion chez les gens qui témoignent, qui sont généralement les enfants ou les petits-enfants. On peut dire que l'écho a été bon, simplement, je pense qu'on a touché pour l'instant encore qu'une pellicule assez mince de la population concernée, parce que se pose le problème de son accès à Internet, de son accès à la langue française. Une des grosses difficultés de cette question de la disparition, et on l'a entendu aussi dans d'autres interventions, c'est le fait qu'il y a quand même un éparpillement des sources possibles et une diversité de types de sources quand même très importants, des archives administratives aux témoignages, ceux des anciens combattants, ceux d'autres militaires, ceux des militants ou des victimes, des archives un peu ou des traces un peu fortuites, des messages qui peuvent nous être envoyés quand on est historien, des histoires racontées, des échanges donc informels. Tout ça produit de l'archive vraiment dispersée et diverse. Or, le site Milautre, avant d'être un site, est en fait d'abord une base de données, qui est la base d'un appel à témoins beaucoup plus large, qui nous permet de rentrer en contact avec des familles de disparus. Et du coup, avec ces informations, malgré tout, on peut commencer à faire de l'histoire. Quand on parle de chiffres, de dossiers personnels, ces questions restent encore très compliquées dans le sens où, à la fois, c'est très difficile d'accéder aux archives en Algérie et depuis une dizaine d'années, c'est presque impossible d'accéder aux archives en France par le fait que les restrictions des visas pour les chercheurs algériens, ce qui fait qu'aujourd'hui, la grande masse des archives de la guerre se trouve en France. Et celle qui est en Algérie, elle est encore sous scellé. Il y a des demandes qui ont été faites au pouvoir algérien aussi, concernant cette affaire. Et pour le moment, les réponses, c'est rien. Il y a le problème des archives côté français, mais il y a le problème aussi de ce pouvoir algérien qui est remis en cause par les Algériens dans le fil de la lutte de Josette et Maurice Audin. Et c'est quand même un aspect qui me paraît important par rapport à Maurice Audin, le fait de savoir si on cherche ou pas à savoir ce qu'est devenu la dépouille. Ce serait bien que le gouvernement algérien s'en mêle quand même. La question des disparus, c'est une question qui intéresse les deux États. On a des ressortissants des deux États dont les corps n'ont pas été retrouvés et qui sont quelque part sur le territoire algérien. Voilà. Et les causes de la disparition impliquent soit les forces de l'ordre côté français, soit des membres de l'ALN ou du FLN côté algérien, soit d'autres acteurs plus difficiles à identifier. Donc dans les deux cas, les deux pays sont complètement liés. Et d'ailleurs, il y a eu des tentatives de travail en commun sur cette question des disparus. L'archive est un objet politique, reflet de politique publique, et souvent, presque toujours, enjeu politique, enjeu historique, enjeu mémoriel, donc sujet à de forts débats. Dans ces tensions, ces équilibres instables, réside certainement une des raisons pour lesquelles le système de communicabilité français reste mal compris, et en particulier celui des dérogations. Mon espoir était qu'en disant qu'il souhaitait l'ouverture sur les disparus, le président Macron se retrouve finalement, à son corps défendant peut-être, en train de proposer une dérogation générale sur la guerre d'Algérie. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé du tout, puisque finalement, on en est toujours là, 1 an après, 2 ans après bientôt, et peu de choses finalement ont été ouvertes. Les fermetures d'archives, premièrement, ont été justifiées par des craintes de vengeance ou de procès, notamment. Si on regarde ce qui s'est passé avec les ouvertures des archives de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de procès public contre des fonctionnaires, contre des historiens, contre des archivistes qui auraient ouvert des archives. Donc,
oui, vive l'ouverture des archives sur disparus, mais si vraiment on veut aller jusqu'au bout, si vraiment on veut progresser, il faut que cette ouverture soit extrêmement large, hein, et beaucoup plus large que ce qui nous est promis, me semble-t-il, pour l'instant. Le paradoxe, c'est que théoriquement, ces archives sont ouvertes déjà. Donc on avait à la fois une déclaration qui disait il faut ouvrir, et puis finalement une loi antérieure à la déclaration de 2008 qui dit que les archives, en gros, qui concernent le secret, la protection de la vie privée, sont ouvertes. Et par ailleurs, s'ajoute à ça, depuis quelque temps, des difficultés d'accès aux archives, à certaines archives qui concernent le secret défense. Depuis 2013, un nouveau verrou à la recherche existe avec la mise en œuvre de l'instruction générale interministérielle de 2011. En application de cette IGI, lorsque les documents sont classifiés secret défense ou très secret défense, quelle que soit la date des documents ou le sujet concerné, il faut attendre la déclassification des documents pièce à pièce. En attendant, dans certains services comme les Archives nationales, les documents classifiés sont placés dans une enveloppe fermée sur laquelle il est bien indiqué des sanctions disciplinaires ou professionnelles peuvent être appliquées contre celui qui divulguera une telle information. Des chercheurs ont ainsi dû attendre des mois la déclassification de documents datant de l'occupation, portant sur des questions aussi banales que le prix du pain ou les fêtes foraines. Moi-même responsable depuis 7 ans de la salle de lecture des Archives nationales, je n'ai théoriquement pas le droit de voir ces documents classifiés car je ne suis pas habilité secret défense. Dès lors, comment faire mon métier qui consiste à aider sur place et à distance les chercheurs? En fait, la seule loi qui devrait prévaloir concernant l'accès des citoyens aux archives, c'est la loi de 2008, le Code du patrimoine, qui fixe des délais d'accès aux archives. C'est la seule chose qui devrait prévaloir. Or, actuellement, il y a des interprétations qui disent qu'il est nécessaire de déclassifier, donc de formellement marquer déclassifié sur tous les documents depuis 1940 qui comportent un tampon secret. Ça, c'est une pratique qui n'avait pas cours jusqu'à présent. Et l'introduction de cette nouvelle pratique conduit aujourd'hui à une fermeture de fait de la plupart des documents qui concernent le secret défense. Voilà. Donc c'était assurément un recul, un immense recul. Je dirais même que c'est un camouflet en fait à la parole présidentielle qui prône l'ouverture. Et dans la pratique, l'administration, une partie de l'administration, et pour ne pas nommer le SGDSN, fixe de nouvelles règles qui sont en contradiction non seulement avec la parole présidentielle sur la question de l'Algérie, mais avec le Code du patrimoine pour l'ensemble des archives françaises. Donc une fois qu'on a compris qu'il s'agissait d'une interprétation excessive et abusive en réalité et qui contrevenait à la loi, nous avons entrepris d'alerter les pouvoirs publics, de les informer de cette action de leur service qui était en contradiction avec la politique affichée par le président Macron, en contradiction avec la loi, etc. Nous avons fait des tribunes dans la presse, des historiens étrangers, notamment de très grand renom, ont signé. Voilà. Donc on en est là, on a fait une pétition. Tout ça n'a abouti à rien, le Covid est arrivé sur le dessus. Et donc là, on a décidé en fait de saisir le Premier ministre. Donc on vient de saisir le Premier ministre en lui demandant d'abroger tout simplement l'article de l'instruction. S'il ne nous répondait pas, nous ferions un recours contentieux. Il va falloir qu'à un moment, le Conseil d'État tranche de savoir si oui ou non une instruction est supérieure à la loi. Ça serait complètement sidérant en termes de droit, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. En fait, ce qui apparaît avec cette histoire d'instruction qui s'imposerait à la loi, c'est la question de qui décide ce que les citoyens ont le droit de voir. La loi dit que les citoyens ont le droit d'avoir accès aux documents qui documentent l'action de leur État. C'est fondamental, c'est un des fondements de la démocratie. Si c'est l'administration qui décide, l'administration c'est le règne de l'arbitraire. Donc on change de personne, on change de règles. Donc là on est vraiment dans un conflit de normes, disent les juristes, mais qui est évidemment éminemment politique. C'est-à-dire si à un moment la loi ne peut plus être appliquée parce qu'un tel a décidé que ce n'était pas possible, voilà, on rompt tout le pacte démocratique qui est que c'est les citoyens et c'est au nom des citoyens que la loi est votée. Donc c'est vraiment fondamental et c'est pour ça que ce n'est pas qu'une histoire d'historien ou d'archiviste, c'est vraiment une question de citoyenneté et de démocratie.